Avançons ensemble, c'est le nom de votre liste, Bruno Bernard, regroupant la gauche et les écologistes. Une liste d'union de la gauche qui ne comprend pas la France insoumise, qui a pourtant fait partie de votre majorité pendant tout le mandat. Alors la question principale de cette élection, c'est peut-être le logement, qui est la plus concernante en 2026. Vous comptez élargir l'encadrement des loyers qui a été mis en place dans la métropole de Lyon. Pourquoi, selon vous, c'est une mesure efficace qu'il faut pérenniser et amplifier ? C'est une mesure efficace pour que le coût des loyers soit maîtrisé. Aujourd'hui, dans le budget des Français, et en particulier des plus modestes, la part du loyer représente trop. Je pense aux étudiants, aux familles, aux femmes seules, à beaucoup de publics qui vont consacrer parfois la moitié de leur budget pour le logement, parfois plus pour les étudiants. Et donc il faut arrêter d'avoir des prix des loyers totalement excessifs. Et donc l'encadrement des loyers qui a été mis en place sur Lyon et Villeurbanne fonctionne. Il faut l'améliorer, notamment sur les compléments de loyer qui ne sont pas bien encadrés. On peut naturellement rediscuter aussi des niveaux du loyer, travailler avec les acteurs du logement pour améliorer le dispositif. Et on veut l'étendre à d'autres communes où il y a des tensions, là aussi, locatives. Par contre, l'encadrement des loyers n'est pas une réponse au manque de logement. C'est simplement une réponse au coût du logement locatif. Et donc l'essentiel, c'est de construire plus, c'est de construire mieux sur l'agglomération, plus de logements sociaux, plus de logements privés, plus de logements étudiants, plus de logements familiaux. Il faut absolument construire plus. On va venir à la construction, parce que finalement c'est un objectif de mandat qui a été manqué par votre majorité. Mais vous dites que l'encadrement des loyers fonctionne. Avec quel indicateur vous le notez ? Par exemple, sur l'Union Villeurbanne, les loyers n'ont quasiment pas augmenté depuis l'encadrement, alors que sur d'autres communes, des grandes villes, où l'encadrement des loyers n'a pas été mis, ça a augmenté de 15 ou 20%. Et donc on voit que des studios de 20 mètres carrés aujourd'hui sont à des niveaux de prix qui ont baissé de 200 € par mois pour ceux qui les occupent. Donc ça a un impact direct pour nos habitants. Il faudrait l'étendre à combien de communes de la métropole de Lyon selon vous ? 7-8 communes, c'est les communes où il y a les stations de métro, des stations de tram importantes, celles où il y a une densité forte. Véronique Sarcelli, votre adversaire pour la liste Grand Cœur Lyonnais, dit que l'encadrement des loyers fait fuir les investisseurs. Qu'en est-il ? C'est faux. Ce qui a fait fuir les investisseurs, c'est les mesures qui ont été prises par les différents gouvernements d'Emmanuel Macron que soutient Mme Sarcelli. C'est avoir créé l'impôt sur la fortune immobilière où on a dit aux investisseurs, vous n'êtes taxés sur rien, sauf sur l'immobilier. C'est avoir supprimé le dispositif Pinel. Et donc les investisseurs aujourd'hui ne représentent que 11% de l'achat des logements neufs privés sur la métropole de Lyon, mais c'est à peu près le même taux partout ailleurs qu'il y ait un encadrement des loyers ou qu'il n'y en ait pas. Sur la construction de logements, revenons-y. Vous avez manqué votre objectif. C'était 30 000, je crois, à la fin de mandat. Qui était... Non. Il y avait un objectif d'arriver à 5 000 constructions de logements sociaux en fin de mandat dans l'année. Nous sommes à 4 300 en 2025 engagés, donc c'est en effet en dessous. Mais qu'est-ce qui a manqué sur la construction de logements ? Parce que globalement, la crise du bâtiment, elle touche pas seulement la métropole de Lyon. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a manqué ? En termes d'acteurs publics, le logement, il dépend de l'État et des mesures que prend les gouvernements, de la métropole de Lyon, qui gère notamment le plan d'urbanisme, et des communes qui signent les permis de construire. Donc c'est des responsabilités qui sont partagées. Mais ce qu'il a manqué, c'est déjà les difficultés qui ont été faites au niveau national, puisque les investisseurs ont fui. Je l'ai expliqué pourquoi. Et les gouvernements, depuis 2017, ont sacrifié le logement. Il n'y a pas eu de volonté nationale de construire du logement. Ce n'est qu'il y a quelques semaines qu'enfin, on est un Premier ministre, M. Lecornu, qui a affirmé une volonté de construire du logement dans le pays. Il a annoncé 400 000 par an, avec 2 mesures qui vont aider, même si elles ne sont peut-être pas suffisantes, c'est un premier pas, qui sont un statut du bailleur privé pour relancer l'investissement, et puis une aide aux bailleurs sociaux. Sans vouloir rentrer trop dans la technique, ça concerne l'argent qu'ils avaient pris aux bailleurs sociaux, ils en prennent un peu moins maintenant, ce qui peut permettre aussi d'aider les bailleurs sociaux à construire plus de logements sociaux. Donc il y a un contexte national, il y a naturellement des difficultés locales, on a une explosion des coûts de construction, donc il faut aussi travailler sur le coût, et puis à un moment donné, il faut aussi signer les permis de construire. Et donc là, c'est la responsabilité des maires, et on ne peut que constater que sur notre métropole, la préfecture a été obligée de reprendre l'instruction des permis de construire sur 4 communes, sur les communes de Mions, de Savigny-Laval, de Tassin et de Caluire. Oui. Ces 4 maires sont d'ailleurs sur les listes de Mme Sarcelli, parce qu'ils ne respectaient pas le minimum de construction pour les logements sociaux. Vous avez vu un changement depuis la représentation de la préfecture ? Bien sûr. Madame la préfète, lors de ses vœux, c'était au mois de janvier, nous étions nombreux à annoncer que sur ces communes où elle avait repris les permis de construire, il y avait 3 fois plus de construction en 2025
qu'en 2023, quand c'était les maires qui signaient les permis. Donc on voit bien aussi qu'il y a un certain nombre de maires qui ne veulent pas construire. Et Mme Sarcilly, qui est ma concurrente, sur Sainte-Foy-lès-Lyon, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, ça fait 12 ans qu'elle est maire, 12 ans qu'elle paye des pénalités parce qu'elle ne respecte pas la loi SRU sur la construction de logements sociaux. Pénalités qui ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, elle paye plus d'1 million d'euros par an de pénalités plutôt que de construire du logement. Quel est votre objectif du taux de logement social sur la métropole de Lyon, lissé sur les 58 communes ? Mais écoutez, on est aujourd'hui à 27%. Ce n'est pas un objectif global. Je pense que ce serait bien qu'on s'approche des 30%. Mais ça dépend des territoires. Il y a des territoires où il faut monter plutôt le logement privé, où il y a beaucoup de logements sociaux et donc il faut construire en priorité du logement privé pour créer de la mixité. Il y a des territoires, notamment sur l'Ouest, où il n'y a quasiment pas de logements sociaux, où là il faut construire prioritairement du logement social pour créer une mixité partout sur le territoire, ce qui permet de l'avoir après dans nos collèges, par exemple, beaucoup plus facilement. L'une de vos propositions, Bruno Bernard, c'est de devenir propriétaire pour le prix d'un loyer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est possible techniquement ? Alors, c'est possible avec un dispositif qui s'appelle le bail réel solidaire. On achète les murs, mais pas le terrain pour le propriétaire. Et donc, ça permet d'acheter à peu près 2 fois moins cher par rapport au prix du marché ou pas loin. Et par contre, de devoir payer un loyer d'1,50 € par mètre carré. Donc, si vous avez 80 mètres carrés, vous allez payer un loyer de 120 € quand même pour le foncier qui ne vous appartient pas. Mais vous devenez propriétaire à des prix très réduits. Donc, par exemple, si vous voulez acheter à 30 mètres carrés, notre objectif, c'est d'avoir des 30 mètres carrés, des 25, des 30 mètres carrés autour de 100 000 € qui permet finalement de devenir acquéreur sur un prêt de 25-30 ans. Et quand on tient compte du loyer, du remboursement du prêt, ça peut correspondre à peu près à un niveau de loyer équivalent. Et comment, en tant que président de la métropole, on peut favoriser ce bail réel solidaire ? C'est en imposant dans les constructions un taux de logement qui corresponde à ce type de baux ? Oui, et puis c'est construire plus. Il faut construire plus, je le redis. C'est-à-dire que notamment, là où on fait des lignes fortes de transport, il faut assumer de construire. Donc c'est construire plus, et sur le bail réel solidaire, on veut aussi tester le dispositif sur des logements privés. C'est-à-dire acquérir des logements privés pour les mettre dans le dispositif de bail réel solidaire, parce que l'accession à la propriété, c'est quand même ce qui améliore le plus le parcours de vie. Et quand un jeune de 30 ans, 35 ans, devient propriétaire au début finalement de sa carrière, il aura tout au long de sa vie un avantage de ne plus payer de loyer et puis aussi une garantie pour sa retraite. Donc il faut pousser à la propriété, à l'accession, et c'est ça que nous proposons. Vous parlez de développer les lignes fortes de transport. C'est l'une de vos mesures phares aussi. Enfin, ça fait partie de vos mesures phares. Vous êtes actuellement président de Citral Mobilité également en cumul de votre présidence de la métropole de Lyon. Sur les grands projets, Bruno Bernard, vous comptez évidemment continuer le tramway express de l'Ouest lyonnais, le TEOL que vous avez lancé, mais vous annoncez aussi un tramway vers le plateau nord entre Caluire et Sathonay d'ici 2034, ainsi que finaliser une rocade de lignes de tram à l'est de Lyon avec les T8, T9, T10. Déjà, pourquoi le tramway a-t-il autant votre préférence ? Parce que c'est moins cher ? Alors, il a ma préférence comme il avait celle de Raymond Barre en 1995, puisque c'est là que les tramways étaient relancés, ou Gérard Collomb. Ça fait depuis 1995 qu'on a fait le choix du tramway. Notre dernière ligne de métro forte, c'était le métro D, il y a maintenant 40 ans. Il y a eu quand même l'extension du B jusqu'à Oullins-Saint-Genis-Laval. Oui, Gérard Collomb avait inauguré 2 stations de métro. Pendant ces 20 ans, j'en ai inauguré 2. Il y a eu aussi le B jusqu'à Gerland, sous Gérard Collomb. Gerland non, Gerland, c'était avant Gérard Collomb. L'inauguration, ouais. Il a inauguré Vaux-en-Velin-la-Soie et Oullins-Gare. J'ai inauguré sur des projets qui avaient été naturellement entamés avant Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval. Et avec le TEOL, il y a 2 nouvelles stations quand même enterrées, qui sont finalement des stations de métro, qui vont être inaugurées aussi en fin de mandat prochain. Mais pourquoi le choix a été fait depuis maintenant près de 30 ans de faire des tramways et pas des métros ? C'est tout simplement parce qu'un métro, c'est fait pour transporter 200 000 personnes par jour. 200 000, 300 000 même pour la ligne D. Et que toutes les lignes qu'on est en train de faire, ou qu'on va faire, c'est pour des besoins de 50 000, 60 000 personnes jour. Donc on n'a plus les flux suffisants pour aller faire du métro. Et donc aujourd'hui, un tramway, il transporte jusqu'à 100 000 personnes, c'est le cas par exemple du tramway T4, et donc ça suffit largement, les lignes qu'on est en train de faire, et en effet, en plus, ça coûte bien moins cher. Donc là où Mme Sarcilly veut faire le métro E, donc entre Alaï et Bellecour, qui coûterait 1 milliard de plus que notre projet de TEOL,
Ça veut dire qu'elle ne fait pas une ligne sur Rieux, elle ne fait pas la rocade Est. Donc c'est un choix aussi qui permet de desservir tous nos quartiers, pas simplement un territoire par rapport aux autres. Sur le tramway du plateau Nord, ça suscite l'opposition, en tout cas la façon dont s'est fait l'opposition des maires qui sont opposants politiques. Qu'est-ce que vous leur répondez sur le fait que ça sort un peu du chapeau? D'abord, Madame Sarcilly, elle ne propose rien sur ce territoire, je le rappelle. Nous, on avait fait une étude en 2020-2021. Donc, dans notre programme de 2020, il n'y avait pas de ligne au plateau Nord, ni dans celui de la droite d'ailleurs. On a fait une étude qui a démontré qu'il y avait un besoin sur le plateau Nord. Donc on a inscrit ce besoin au plan de déplacement mobilité, qui est une programmation jusqu'en 2040. Et naturellement, je le propose, moi. Et donc, en plus, il y a une forte demande des habitants, mais même des maires. Le maire de Rieux, il ne demande que ça, d'avoir un tramway. Donc là, ils sont sur des postures électorales où ils sont très mal à l'aise d'un côté, puisque leurs candidats ne proposent rien pour leur territoire, alors que moi, je propose quelque chose. Vous aviez également promis en 2020, avec Grégory Doucet, un tramway qui relie Bellecour à Lapardieu. Ça n'a pas vu le jour, pourquoi ? Ça n'a pas vu le jour, d'abord parce qu'on était en période de Covid, donc on avait eu des problèmes de retardement, et puis après, quand on a mieux étudié, on a notamment lancé l'amélioration des métros, Dubé qui a été faite, mais on a aussi prévu le ALD. Finalement, la liaison Bellecour-Pardieu, elle est aujourd'hui très rapide, elle va être encore plus rapide, puisque nos lignes de métro vont être améliorées en termes de fréquence, et donc par rapport aux priorités, après étude, on a estimé que ce n'était pas le plus prioritaire. Concernant la sécurité dans les transports, plusieurs de vos adversaires, Bruno Bernard, veulent mettre en place une police métropolitaine des transports. Vous, dans votre programme, vous comptez augmenter de moitié les effectifs de sécurité et lutter massivement contre la fraude. Est-ce que c'est une subtilité de langage ? Est-ce que c'est une police métropolitaine des transports ? Ou est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire augmenter les effectifs de sécurité dans les transports ? Moi, je peux vous expliquer ce qu'on fait et ce qu'on fera. Voilà, les promesses irréalisables des autres, j'ai du mal à les expliquer. Donc sur les transports en commun, vous dire d'abord qu'on a aujourd'hui 250 à peu près agents de contrôle et sécurité sur le réseau, les agents DTCL. Et on veut les monter à 350 d'ici 2030. Pouvoir de police. Mais c'est ceux qui... Non, mais on n'a pas de pouvoir de police et on n'en aura jamais, la loi ne le permet pas. Donc techniquement, une police métropolitaine des transports, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. D'accord. Voilà, la métropole n'a pas de pouvoir de police d'ordre. Et le Citral a ses propres agents. On a aussi des agents de sécurité privés. On a des médiateurs, plus de 200 sur le réseau. Et on travaille énormément avec les polices nationales et municipales et gendarmerie. On a aujourd'hui fait en 2025 plus de 1300 opérations communes, police ou police municipale ou gendarmerie avec nos équipes pour la sécurisation du réseau. Je rajoute aussi qu'en 6 ans, nous avons ajouté plus de 3000 caméras sur le réseau. Il y en a plus de 11 600. On a fait un nouveau PC sécurité, 3 fois plus grand que le précédent, pour contrôler les images. Et on a des résultats, puisqu'il y a une baisse des faits d'attente, des faits d'insécurité sur le réseau, même si naturellement, il reste toujours trop élevé et il faut continuer à les faire baisser. Vous proposez aussi le déploiement de 2000 vélos électriques, plus 40%, 250 stations, c'est plus 55% sur tout le territoire de la métropole. On n'aura pas le temps d'en parler parce que le temps file. Un mot peut-être sur une grande mesure sociale. Vous souhaitez proposer une grande cause métropolitaine qui est la lutte contre l'isolement. Pourquoi ? Mais parce qu'on est dans une société où manque de liens. Le lien social se délite. Il faut absolument retrouver du lien, du commun. Et en plus, il y a des personnes seules. Donc tout ça se relie et il faut arriver à mobiliser les citoyens parce qu'on n'y arrivera pas uniquement par des décisions de collectivités locales. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut qu'on arrive à inculquer, d'être vigilant pour son prochain, d'être vigilant, solidaire, de repérer, et ce n'est pas que pour les personnes âgées, quand on parle d'isolement, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont totalement isolés. Donc je souhaite par exemple créer une réserve citoyenne avec des associations pour aider ces personnes isolées, pour les accompagner aussi lorsqu'il y aura des périodes de canicule, mais pas seulement en ce moment-là. Et c'est vraiment, pour moi, un enjeu majeur. Si on veut recréer du lien social, on en a vraiment besoin. Donc vous dites, les collectivités locales seules ne peuvent pas grand-chose. La métropole de Lyon est une collectivité locale. Comment on insuffle véritablement, au-delà de la réserve citoyenne, cet état d'esprit ? Par quoi ça passe concrètement ? Ça passe aussi par le soutien de nos associations qui font ce lien à l'éducation populaire, aux centres sociaux.
qu'on va renforcer. On va notamment donner des subventions, maintenant faire des conventions sur 3 ans pour les sécuriser et ne pas remettre en cause chaque année les montants des aides qu'on apporte. Donc c'est une mobilisation, mais on veut travailler aussi avec les collèges. On a fait des budgets participatifs pour les collégiens pour qu'ils transforment leur établissement. Je souhaite maintenant leur proposer des budgets participatifs pour qu'ils créent du lien sur le quartier, avec une fête du collège où ils ouvriraient au quartier, avec des liens peut-être avec une résidence de personnes âgées à proximité du collège. Voilà, il faut pousser les initiatives pour recréer ce lien. Je pense aussi qu'il faut renforcer les fêtes des voisins. Parmi les autres mesures, je les donne en bref, vous défendez un droit à la pause en ville avec l'installation de chaises. Vous souhaitez également être candidat au sommet mondial du handicap 2030 et encore créer un hub métropolitain des industries culturelles et créatives. Bruno Bernard, vous êtes le président sortant, vous êtes donc le seul candidat dans ce cas, mécaniquement pour cette élection. Qu'est-ce que vous avez appris véritablement à la tête de la métropole après 6 ans de mandat? Dans quel état d'esprit vous aborderiez un second? D'abord, on en prend tous les jours. À la tête d'une collectivité aussi puissante, avec autant de compétences, tous les jours on progresse. Et donc j'aborde avec sérénité et détermination un deuxième mandat, en ayant en plus une expérience beaucoup plus forte pour porter l'intérêt général. Mais par rapport au Bruno Bernard de 2020, quels sont les paramètres qui ont changé? Peut-être les domaines où vous souhaiteriez véritablement accélérer, ce qui a manqué depuis 6 ans? Mais la situation n'est pas la même. On est arrivé à une période de Covid. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux. La crise du logement est encore plus forte, donc il faut la renforcer. On voit bien que malgré tout le renforcement de nos politiques sociales, que ça soit la protection de l'enfance, l'insertion, le travail pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, il reste encore beaucoup à faire. Et puis, il faut poursuivre l'adaptation au changement climatique, l'accompagnement de nos entreprises à leur transformation pour plus de pérennité et renforcer encore ce dynamisme économique. Sur un plan plus politique, la France insoumise, est-ce que le choix de présenter une liste autonome et les récents événements politiques, est-ce que ça compromet une potentielle alliance d'entre-deux tours cette année à la métropole de Lyon entre votre liste et la liste de Florest Angroult? La France insoumise a fait un choix d'une élection présidentielle. Ils se trompent d'élection, ils ont mis des candidats partout, y compris contre toutes les villes de gauche. Et nous rassemblons très largement, vous l'avez dit, la gauche, les écologistes, beaucoup de partis. Et on a créé un projet qui est cohérent, un projet qui est travaillé collectivement. Et notre projet du premier tour, ça sera notre projet du deuxième tour. Et après, nous verrons le soir du premier tour quelles sont les conditions. Si on a 14 scrutins, nous, sur la métropole de Lyon, si par exemple, sur une circonscription, l'extrême droite était en position de gagner, j'appellerai naturellement au rassemblement des forces de gauche. Donc ça veut dire que ce sera du cas par cas dans chaque circonscription? Ça veut dire que je souhaite rentrer en tête le soir du premier tour sur un maximum de circonscriptions et ne dépendre de personne, et qu'après nous verrons quelle est la situation politique au soir du premier tour. Bruno Bernard, candidat écologiste sortant et candidat à sa réélection, est notre invité dans Carte électorale aujourd'hui. On va terminer cette émission avec le questionnaire de personnalité.